Merci. Donc, nous allons poursuivre cette conversation autour de votre travail, Mathilde Monnier. Je suis honorée de vous présenter. Je vais lire votre biographie bien consciencieusement pour ne pas laisser vagabonder mes paroles. Donc, vous occupez une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine. Vous avez créé plus de 40 pièces chorégraphiques présentées sur les plus grandes scènes internationales du Festival d'Avignon, au Théâtre de la Ville de Paris, en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres. Vous avez reçu plusieurs prix pour votre travail en constant renouvellement, le prix Ministère de la Culture, le Grand Prix SACD. Votre nomination à la tête du Centre chorégraphie de Montpellier, Languedoc-Roussillon en 1994 marque le début d'une série de collaborations avec des personnalités venant de divers champs artistiques, Jean-Luc Nancy, Philippe Catherine, Christine Angot et la chorégraphe et performeuse Laribo, ainsi que Heiner Goebbels, le metteur en scène. Après avoir dirigé le CND, Centre national de la danse à Pantin, vous reprenez en 2019 votre travail de création avec la pièce Please, 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 que vous créez en collaboration avec Laribo et Thiago Rodriguez. On a pu voir dernièrement Record au Théâtre de la Vignette en 2021, interprété par uniquement des femmes, résidente avec votre compagnie à l'Altropisme de Montpellier, tout près de nous donc. Vous y développez votre travail artistique depuis le studio La Menuiserie et une activité de programmatrice. Donc je vais laisser Alix Demorand en conversation avec vous. Je vais simplement lire le titre de votre conversation. Danser le dernier souffle dans l'œuvre chorégraphique de Mathilde Monnier. Merci Marianne. Et puis merci beaucoup Mathilde d'être avec nous ce matin pour cette conversation qu'on a déjà entamée finalement autour de la pièce Pavlova 3 minutes 23. Peut-être avant de commenter cette pièce dont tu as dit que tu n'aimerais pas te souvenir justement, dans un petit aparté là juste à l'instant. Peut-être revenir sur la pièce originelle sur laquelle se construit Pavlova 3023, c'est-à-dire la mort du cygne et ce que ce solo en fait représente dans l'histoire de la danse comme une ouverture aussi, loin de la variation classique. Comme le rappelait Fernando, il ne s'agit pas du tout d'un extrait du Lac des Cygnes, mais bien d'un solo qui fait partie en fait de notre mémoire de la danse aussi, parce que justement c'est une proposition relativement libre dans ce qui n'est pas le cas normalement dans le vocabulaire classique. Donc peut-être on peut partir de là et remonter vers Pavlova 3.23, parce qu'il y a d'autres thématiques dans Pavlova 3.23 dont on a un peu parlé, mais qu'on pourrait évoquer ensemble, notamment sur la question du groupe qui a été proposé par Fernando tout à l'heure. Bonjour. Donc, alors je ne sais pas jusqu'où vous avez, parce que j'ai loupé le début Fernando, mais jusqu'où vous avez parlé un peu du solo, parce que je pense que vous avez quand même beaucoup circonscrit, j'imagine, la création de ce solo. Peut-être, non, vous avez un peu... Ça a été dit... Non, on n'a pas circonscrit la création. Oui, parce qu'apparemment, ce solo, donc il y a deux dates, il y a la 1905 ou 1907. Voilà, alors apparemment, c'est pas si clair que ça, la date de création du solo. Et apparemment, Fokine a fait ce solo pour Pavlova dans le cadre d'un gala, comme à l'époque se faisait beaucoup ce type de commande. Donc... c'est important, je trouve, ce contexte de gala, et parce que ça sous-entend aussi que les temps de répétition ont été assez courts et que ça a été une sorte de commande qui s'est faite, où en fait assez vite Anna Pavlova apparemment s'est retrouvée dans la situation, voilà, de travailler quelques heures avec Fokine, mais que le projet a été vraiment assumé par elle d'une manière, en tout cas dans l'histoire de ce solo, c'est ça qui m'avait
impressionné aussi, c'est ce contexte de la Pavlova qui, en fait, en tant qu'interprète, se retrouve finalement à porter toute seule ce solo, à le porter toute sa vie comme une interprète, mais aussi presque comme une chorégraphe, c'est-à-dire elle a été complètement livrée à elle-même avec ce solo. On ne sait pas bien sûr combien de fois il faut qu'il l'a vu, à quel moment il a été présent, ça je ne sais pas si ça apparaît dans les recherches, mais et c'est effectivement cette liberté de cette artiste qui est danseuse, qui d'un coup s'approprie une danse qu'elle n'aura de cesse de réinterpréter, peut-être de réinventer, de créer différentes versions, avec cette idée que c'est un peu l'idée aussi que c'est pratiquement la première fois dans l'histoire de la danse qu'on repère quelque chose qui est, comme cela a été dit, quasi improvisé. Donc il y avait cette notion de la modernité, c'est-à-dire de l'espace de l'interprète qui à un moment donné a cette place-là. Cette modernité qui apparaît dans Pavlova me semblait vraiment très très pertinente, puisque alors les seules effectivement images qu'on a, ce sont des images, c'est celle que vous avez montrée, j'imagine, oui, la version 1925 qui a été remontée en 1993 par Arte, qui a été remontée à partir de différents bouts. Donc on a effectivement que cette version qui a été montrée donc apparemment un peu plus rapidement, puisqu'à l'époque c'était donc avant le muet, avant l'apparition du muet, et donc on n'avait pas encore 24 images secondes, et donc il a été complètement jusqu'où il est, voilà, c'est la seule trace qu'on a, mais jusqu'où il est. Cette trace-là qui a été remontée par Arte constitue une vraie trace, bien sûr, de la Pavlova. Voilà, donc c'est beaucoup cette notion d'appropriation de l'interprète, c'est-à-dire comment un interprète, finalement, dans un parcours assez classique, se réapproprie une danse tout au long de sa carrière, et comment ce solo, finalement, va être aussi la marque de cette grande danseuse. Et comment elle va le vivre avec ce solo pendant... Voilà. Donc ça, c'est peut-être été, je dirais, presque l'entrée qui m'a vraiment intéressée. Cet espace pour l'interprète, l'espace que Fokine a donné à cet interprète. Et voilà, donc ça, c'est peut-être une première réponse. Oui, c'est une bonne réponse, mais dans Pavlova 3 minutes 23, donc il y a effectivement, on revisite l'histoire de ce solo, déjà avec le démarrage, avec Yifang qui raconte justement l'histoire de l'interprétation de Plisetskaya, mais on voit aussi apparaître, comme l'a très bien dit Fernando tout à l'heure, la mort de la table verte, oui. Et puis aussi le motif de la danse macabre dont on n'a peut-être pas parlé et qui apparaît justement aussi au travers de la musique et de la chanson de Burger. Hein. Oui. Voilà. Donc je voulais aussi peut-être que tu relis dans cette pièce ces différentes images qui viennent de façon comme ça, comme hanter en fait cette pièce qui est aussi une pièce autour des vanités. Oui, alors c'est vrai que cette pièce, c'est peut-être, comme tu l'as dit Fernando, ou je ne sais plus qui l'a dit, c'est une pièce qui est presque, chaque extrait est en relation avec une citation chorégraphique, donc elle s'appuie elle-même sur l'histoire de la danse et sur différents documents, différentes choses auxquelles on a eu accès. Et je ne sais plus quelle était la question. Je parlais des autres figures de la mort oui, qui étaient présentes dans la pièce. Ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment... Alors, je ne sais pas si moi j'en ai parlé dans les textes de la table verte à l'époque, ou si c'est peut-être vous qui l'avez vu. Ouais. Mais j'ai pas la sens... Bah, c'est une pièce, bien sûr, que je connais. C'est une pièce que j'ai... Je pense qu'on a dû effectivement la voir à l'époque, pendant les répétitions. Mais disons que
Je ne sais pas si c'est une référence pour le solo de Julien à la fin que vous avez vu, puisque c'est apparemment... Ouais. Je ne sais pas si c'est une référence sur laquelle on a travaillé directement. Je ne suis pas sûre. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Mon axe a été plutôt d'extraire pour chaque danseur c'est-à-dire leur vision un peu Je me suis beaucoup appuyée quand même sur le solo de la Pavlova, en essayant à chaque fois d'utiliser une thématique par danseur en fonction, donc ce que vous avez évoqué aussi, la question du souffle, la question du poids, la question de la chute, la question du... Donc en fait, finalement, chaque danseur s'est focalisé sur une entrée physique qui était reliée à ce qu'on avait pu lire des solos, plus que je dirais sur un imaginaire. En fait, l'idée c'était aussi d'enlever l'imaginaire trop fort qu'on pouvait avoir autour de la mort et de trouver l'entrée corporelle pour essayer de ne pas être trop hanté justement par des figures très fortes. Alors à l'époque, je n'avais pas vu la mort de Valeska Gert. On va en parler après. Ouais, on va en parler après. Et donc, c'était aussi de leur donner aussi un accès très personnel, finalement, sans que on soit trop... le problème de la référence, quand on fait un travail avec des interprètes, c'est qu'au bout d'un moment, elle vous bloque aussi. Et je crois que c'était beaucoup plus chercher une réponse très personnalisée pour chaque danseur. Donc, par exemple, un des solos que vous avez vu de Johan avec le visage, en fait, Johan a fait ce choix avec moi à partir de différentes discussions que vraiment son axe soit axé sur l'effroi. Donc, l'effroi, le visage et toute la danse est partie du travail sur le visage. Avec Corinne, on voit plutôt que ça part de la chute. Donc la danse est vraiment... Donc à chaque fois, j'ai extrait en fait du solo un élément qui paraissait intéressant et qui paraissait pertinent dans ce que le danseur pouvait me proposer. Voilà, plus que de couvrir forcément un champ large, je dirais, de la représentation de la mort. On n'est pas... Alors, c'est pas vrai parce que sur le fond, il y a vraiment toute cette histoire de la vanité dans la pièce, mais je dirais que moi, ce que j'ai envie d'en retenir aujourd'hui, c'est plutôt le travail chorégraphique, le travail d'interprète, des éléments qui pourraient, dans le corps du danseur, à un moment donné, donner accès à ce mouvement de mourir. Voilà, c'est quoi le mouvement de mourir sur scène? C'est comment physiquement le danseur peut... travailler cette question. Oui, mais ça serait peut-être justement aussi très intéressant de pouvoir, parce que nous on est nourris aussi de la journée d'hier où on a traversé justement un certain nombre d'exemples très concrets aussi, je pense à ce que nous avons vu hier d'une proposition d'Emma Dant et d'une espèce de cri muet dont on va parler aussi évidemment avec Valeska, mais cette notion de trouver aussi vraiment ce registre physique d'un mouvement qu'on associe en fait avec le mouvement même de mourir. Oui. Donc peut-être c'est intéressant aussi de parler de la façon dont les interprètes ont trouvé chacun une clé pour s'approprier justement à partir d'une citation gestuelle, que ce soit effectivement la chute ou le poignet, le mouvement des bras dans le solo de la Pavlova, quelque chose qui permettait en fait de créer une faille ou une brèche dans laquelle ils pouvaient eux-mêmes trouver leur propre corporéité. Oui, par exemple, si vous prenez le dernier solo de Julien Gallet-Ferré, une des clés était la position de l'en-dedans. C'est comment le corps travaille à la fois donc, sur cette position inversée de la danse classique et aussi sur la brisure.
c'est-à-dire un corps qui va être tout le temps déstructuré, se briser, où les articulations vont tomber, et comment aussi quand les articulations tombent, le corps peut quand même encore se relever, se déplacer dans l'espace. Donc c'est vrai que bon, pour Julien, il y avait quand même toujours le signe, parce qu'il y a la mort, mais il y a la mort du signe. Et donc c'est aussi, je pense que dans tous les solos, il y a aussi la figure du cygne qui est extrêmement forte. Et forcément, un cygne ne meurt pas comme un être humain. Et cette espèce de figuration, d'imagerie du cygne dans l'histoire du ballet, qui est extrêmement forte, qui est extrêmement puissante, que chaque danseur a plus ou moins traversé ou vu des ballets. Finalement, bon, cette histoire d'oiseau, donc c'est vrai qu'avec Julien, on a travaillé presque sur un oiseau qui était englué. Oui, on pense à un albatros, moi j'ai tout de suite pensé un albatros un peu coincé dans du pétrole qui reste au sol et l'épine n'arrive pas à se dégager du sol et finalement ses ailes vont se briser. Voilà, donc ça c'est par exemple un exemple un peu avec un corps qui est presque plus charnel, qui n'est que de l'os. C'est-à-dire un corps qui aurait perdu son rapport à la gravité presque et qui c'est presque comme une marionnette. C'est un peu la marionnette de Kleist qui à un moment donné à partir du moment où le point de gravité est lâché, elle va s'écrouler complètement. Donc on a fait vraiment cette analyse danseur par danseur. Alors je ne me rappelle plus de ce qu'on a traversé avec chacun, mais en gros c'était vraiment, il y a eu la question du souffle qui a été très importante, qui est toujours plus compliquée. Et la première danse, c'est Ifan, c'est effectivement comment une interprète raconte, parle du parcours d'une autre interprète. Ouais. Voilà, c'est aussi comment Ifan, qui est taïwanaise, qui parle en chinois, en taïwanais, comment elle revit la description de Plisetskaya. Voilà, donc c'est aussi simplement comment on fait revivre quelque chose qui elle lui-même était déjà vécu, expérimenté. Merci beaucoup pour ces réflexions. Peut-être on va lâcher donc Pavlova. Ouais, je vais juste dire un petit truc sur la Pavlova, ce que je t'ai dit à Alix, mais je veux quand même le dire. Pour moi, c'est une pièce ratée. C'est pas une bonne pièce, c'est une pièce que j'aime. Donc après, en fait, le projet que j'avais au départ était un projet entièrement de solo. Et je crois qu'il y a quelque chose là, finalement, tu as beaucoup parlé du groupe, Armando, qui a été mon problème dans la pièce. Parce que j'avais cette idée et je crois que je n'ai pas osé, pour des questions, je ne sais pas, bizarres. Parce qu'on n'ose pas des choses alors qu'on les voit et on sait que c'est ça qu'on doit faire. Mais en tant qu'artiste, parfois, on ne prend pas le risque complet. Mais c'est vrai qu'au départ, je pense que j'aurais voulu faire qu'une succession de solos, c'est-à-dire en enlevant tout le groupe. Parce que je pense que le groupe, il affaiblit finalement le solo. Et donc ma grande problématique, ça a été ça. Ça a été comment un solo est porté par le groupe. Et je pense que je ne l'ai pas trouvé dans Pavlova, ce qui a été un peu un souci. Parce que quand on ne trouve pas quelque chose, ou peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment. Voilà, donc pour moi, cette pièce, elle est quand même une sorte d'échec, je dois dire, de la représentation. Peut-être de la représentation de la mort, et je pense que je me suis aussi laissée avoir par justement ce qui pourrait être tous les objets de la mort, les images de la mort, au lieu de rester dans ce qui pourrait être comment un danseur... voilà, figure lui-même tout seul la mort. Et c'est vrai que la pièce de Valeska Gert, elle a cette force-là. Oui, donc je propose qu'on regarde peut-être avant de regarder et interpréter cette danse pantomimique de Valeska Gert, qu'on regarde Valeska. Valeska, oui. Ich bin gestorben in einer einzigen Bewegung. Ich habe eine Bewegung von unten nach oben gemacht und innerhalb dieser Bewegung bin ich gestorben. Ach, ich könnte es vielleicht doch noch machen, ich weiß es nicht. Muss ich dir das von unten anfangen? Mal versuchen, ja?
Oui, une espèce de plaisir incroyable dans cette mort. Il y a une sorte de jouissance aussi que je trouve incroyable. Oui, donc on va peut-être parler justement de cette pantomime, dont c'est pareil, il nous reste finalement que ces très rares images qui ont été filmées aussi en 1925. Oui. Hein. Donc, et qui sont vraiment un matériel en fait très très pauvre. On a que quelques voilà, que ce dialogue en fait, puisque c'est un interview en fait, ce film, et qui est vraiment où là la question du souffle devient fondamentale en fait, où on est dans cette ultime exhalaison. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à travailler sur le thème, moi c'est cette image-là que j'avais en tête aussi, parce que je l'avais vu redanser ce passage au CND. Et donc là, peut-être, tu peux nous dire quelques mots sur Walewska d'abord, et sur son et sur ce passage-là en particulier. Oui, alors, chez Walewska Guert, ce qui est génial, c'est à la fois de voir le bébé, quand elle danse le bébé, puis après de voir la mort. C'est-à-dire qu'on voit aussi bon, je pense à cette danse du bébé, elle n'est pas très connue, mais pour moi, les deux presque pourraient se danser l'une après l'autre. Bon, il y a bien sûr toute la danse de la prostituée, la sportive, voilà. Et cette idée... alors, moi, chez Walewska, je trouvais que c'était toujours... bon, c'est toujours ce visage très maquillé, complètement expressionniste, figuratif, c'est l'histoire de la figure, et c'est ça qui m'avait intéressée, c'est comment, très figuratif, mais quand même avec cette organicité, donc c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé aussi, cette organicité, comment le souffle arrive à travailler avec le visage, et comment le corps devient aussi une sorte de partenaire du visage, parce que le corps bouge très très peu, nous on n'a que cette image du visage. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps, on ne sait pas comment elle est, si elle est debout au moment où elle va danser, si elle est face publique. Et après, je me suis aussi beaucoup appuyée sur les mains. Oui, parce qu'on voit aussi... On voit quand même les mains. Cette crispation des mains, des poignets, qui là aussi, avec ce rentrer en dedans, en fait. Oui, ce rentrer en dedans, oui. Mais en même temps, elle est assez ouverte sur le haut, et donc c'est ça qui est... Bon, c'est très, très, très... compliqué, c'est-à-dire qu'il faut arriver à complètement se réapproprier physiquement. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le souffle, justement, la respiration, le souffle, la poitrine. Il y a longtemps que je l'ai dansé, cette danse. C'est un peu une danse de l'expérience, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, pour moi, c'était pas de me dire, voilà, il y a des étapes comme ça, chorégraphiques. C'est plutôt quelle expérience je vis en dansant ce solo d'une minute. Et donc c'est plutôt une traversée très 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 expérimentale, psychique, plutôt que chorégraphique pour moi. Peut-être on regarde les images comme ça, après tu peux les commenter. J'ai travaillé avec Christophe Vavelet qui m'avait fait travailler, qui est un historien de la danse. C'est lui qui m'avait fait répéter. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette position, parce que peut-être qu'il y a une autre image. C'est beaucoup plus souffrant que Walewska Guert, mais je crois qu'il y a un autre film qui existe de la mort que ce que tu as montré. Bon, parce que je me souviens que cette position, je l'avais récupérée justement, c'était sa position de départ. Beaucoup de choses se passent sur la bouche.
Bon, ça n'a rien à voir avec Valeska Gert, mais c'était ma réinterprétation. Bon, pour moi, beaucoup, c'est la bouche. En fait, cette espèce de peut-être c'est l'image la plus forte aussi de la mort. C'est une bouche qui n'est pas expressive, mais qui est une bouche quand même de souffrance, où il y a presque plus de respiration c'est le masque, la mort. C'est le masque mortuaire, en fait, la bouche ouverte. Bizarrement, c'est pas la bouche fermée apaisée, mais c'est cette espèce de bouche ouverte qui est le plus fort, le plus expressif, le plus violent aussi. Il y a une sorte on n'a plus la douceur et l'humour de Valeska Gert. Et comment mettre en lien la bouche avec les pieds. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur cette relation-là, c'est-à-dire et un corps qui est déjà presque, qui est déjà figé, qui est déjà presque squelettique. C'est-à-dire, est-ce que c'est même peut-être la représentation de la mort plus que le corps en train de mourir. Et je pense que Valeska Gert, elle est beaucoup plus dans le dernier souffle, ou avec quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et alors, il me semble que moi, j'avais accès à une autre archive à l'époque. Alors, moi, je connais des photos aussi. Alors, peut-être les photos, voilà. Peut-être que c'est les photos on a pris des successions de photos et en essayant de reconstituer les mouvements comme ça, parce que je me souviens qu'il y avait. Les pieds étaient dans un sens, enfin, il y a cette forme un peu géométrique quand même que j'avais repris telle qu'elle. Oui, moi je me souviens très bien de mon impression quand tu es rentrée sur le plateau, en fait, avec déjà effectivement ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire presque un masque mortuaire, posé sur le visage, et avec cette forme de crispation aussi qui allait jusque dans les doigts de pied. Donc un travail aussi sur les extrémités. Donc il y a évidemment tout le travail du masque et de ce cri muet dont on a déjà parlé hier dans la proposition de Palermo que Sarah nous a montré, qui est un cri muet en fait, et où on retrouvait évidemment aussi l'expressionnisme du cri de Munch, bien sûr. C'est vraiment ça, oui. Et donc là, on a vraiment ce travail autour, effectivement, du visage qui devient le point focal, en fait, sur lequel se concentre le travail de la mort en train de le masque est en train presque de se constituer, en fait. C'est-à-dire qu'il est déjà presque figé. Et le corps ne fait qu'accompagner le masque, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de crispation qui est assez dure à faire. D'ailleurs, c'est pas hyper agréable, mais et il y a la relation au temps. C'est comment, à l'intérieur je crois que ça fait 1 minute 30, tu trouves quand même du temps. Comment tu partitionnes quand même ton temps à l'intérieur de ça. Tu n'étais pas complètement tout de suite au bout du masque mortuaire, mais comment tu construis une espèce de partition de temporalité qui fait qu'il y a quand même de la progression à l'intérieur d'une chose qui est presque déjà la figure de la mort. Donc ça, c'est des petits enjeux comme ça, chorégraphiques un peu compliqués, et sans avoir trop d'images. C'est-à-dire, moi, mon idée, c'était effectivement, il ne faut pas que j'ai trop d'images, il faut que vraiment j'arrive quand même à être dans un truc, comme je dis, d'expérience de sensation musculaire, de sensation de la bouche, de sensation des bras, voilà. Donc c'est une sorte de construction. Non, mais c'était intéressant à faire, c'était rigolo. Oui, peut-être je vais parler des temporalités, des rythmes, parce que on a aussi beaucoup évoqué la question à la fois de quelque chose qui pouvait être très agité, très frénétique. En tout cas, si je me réfère aux images qu'on a vues hier, en fait, la mort est aussi dans ce passage de Emma Dante, portée par la frénésie du groupe autour du cri muet qui donne encore plus à regarder et à essentialiser ce cri. Là, dans le travail que tu as proposé, il y a aussi toute une suspension, c'est-à-dire qu'il y a un travail respiratoire qui fait qu'on crée de l'apnée, et que cette apnée est aussi en fait cet expire qui passe justement
par le vide et par le vide, néant. oui. Et aussi des pauses qui sont des suspensions du geste avant qu'il ne retombe. Donc il y a toujours aussi une sorte d'arc tendu entre deux mouvements. Oui. Non mais tu le décris bien, cette histoire de suspension, de résistance peut-être. Quelque chose aussi où la mort arrive, mais il y a quand même une espèce de résistance dans le temps pour essayer de tenir ce fil. Et je crois que physiquement, bon, il y a de la tension, c'est-à-dire on n'est pas on est dans une image quand même assez tendue, assez de souffrance, de cri. Effectivement, le Munch, pour moi, correspond plus à l'imaginaire de ce solo que peut-être une mort paisible comme elle le figure, presque joyeuse comme elle le montre là. Bon, et cette espèce de tension qui va se relâcher, qui va à un moment donné, en fait c'est ça, c'est l'ultime geste finalement, c'est le relâchement. C'est que finalement tout se relâche. Et avant d'entrer peut-être dans la façon dont tu as travaillé cette reconstitution, parce que là, c'est aussi ce dont on a commencé à discuter ce matin, en fait, ce pas d'après dont parlait Fernando, sur le fait finalement de repasser par le geste de la morte ou du mort, enfin donc d'être dans un cycle d'un mouvement répété. Je voulais aussi savoir si dans ce travail, ton propre travail de la respiration, au travers des techniques somatiques comme le yoga, t'a apporté quelque chose justement pour arriver à ces états de néant. Oui, je pense que peut-être j'ai beaucoup pensé au son du souffle du mort. Bon, tout ça c'est assez morbide, mais en même temps c'est effectivement cette espèce de son de la bouche ouverte, c'est-à-dire un son. Je me souviens que je me suis accompagnée, donc qui n'est pas justement le son de son qu'on pratique dans les pratiques somatiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent, qui est moins apaisé, qui est moins maîtrisé a priori. Donc il y a cette espèce de son qui va être pour moi le son de la mort déjà. C'est-à-dire un son qui est déjà plus un son de la vie, un son de plaisir, une respiration, mais quelque chose qui est beaucoup plus terrifiante. Et donc c'est vrai que je me souviens que j'avais cette espèce de son de fin de gorge qui est venu assez vite et qui est complètement inhabituel et qui est complètement autre chose que ce qu'on peut pratiquer justement, ou ce que moi je pratique dans le yoga, par exemple la respiration Ujjayi, ou ce type de respiration, qui sont des respirations au contraire de vitalité, qui sont des respirations de feu, qui sont des respirations qui vont animer le corps, lui donner de l'énergie. Là on est au contraire dans une chose presque sur l'expire, complètement sur l'expire. Il y a presque plus d'inspire. Et donc, voilà, il fallait un peu trouver cette respiration-là. Bon, et peut-être que tu peux nous dire comment tu as travaillé donc à reconstituer et à t'approprier en fait ce solo, ce très court solo de Valeska, et comment en fait ce travail de reconstitution t'amène à une autre expérience que tu décris comme psychique. Oui, c'est vrai, comme psychique. En fait, j'ai travaillé avec Christophe Vavelet qui m'a dirigée. J'avais vraiment besoin d'être interprète. C'était pour moi pas du tout un travail chorégraphique, donc je me suis laissée complètement dirigée par lui, comme souvent j'aime bien le faire quand je peux être interprète de temps en temps. Donc effectivement, on a travaillé à partir des photos du film, mais aussi après assez vite. Il m'a juste montré quelques photos pour retrouver la position de départ. Et en fait, ça a été plutôt, pareil, plusieurs improvisations. Plusieurs improvisations qui étaient scandées par 3 gestes. Puisque la partition, elle a 3 gestes, 3 mouvements, plus le mouvement de la tête qui tombe. Donc on avait fait une sorte de partition écrite comme ça, avec une petite évolution. D'ailleurs, Yvan le danse, elle fait les mêmes gestes que moi.
Donc c'était 3 gestes qui correspondaient à 3 photos qu'on avait trouvées. Et entre, il fallait constituer le chemin entre ces 3 photos. Donc c'est un travail vraiment de reconstitution, comment à partir de position, on essaie de retrouver du mouvement et de la vie à l'intérieur du mouvement et comment et dans quel ordre, qu'est-ce qu'on choisit comme ordre. Mais de toute façon, ce truc de points là, de Valeska Gert, comme ça, c'est tellement elle. Elle a beaucoup, toujours cette chose d'être les poings fermés, très en avant, le poids légèrement à l'avant. Donc voilà, j'avais aussi regardé bien sûr d'autres choses d'elle. Et après, comme je l'ai dit aussi, c'est comment l'expérience, comment je le vivais comme un temps très expérimental sans me rendre compte vraiment de ce que ça produisait, en essayant d'oublier ce que je pouvais produire. Parce que je pense que c'est aussi trop violent de traverser un truc comme ça et de se voir. Donc on n'a jamais filmé, j'ai jamais vu ce que ça donnait. Peut-être c'est le moment aussi d'ouvrir un petit temps d'échange. Est-ce que vous avez des questions à poser sur, voilà, ou en tout cas des réflexions par rapport à ces images que nous avons montrées, par rapport à cette, voilà, ce cheminement aussi, parce que enfin, je pense que c'est très important pour nous aussi à l'issue de ces journées d'être dans cette idée du cheminement intérieur de l'interprète, en fait. C'est ce que tu nous offres, c'est ce que Fernando nous a offert aussi ce matin, c'est d'être au plus près, en fait, de cette recherche d'une physicalité qui est justement une physicalité absolument pas ordinaire, voilà, et que comment, finalement, en traversant cette expérience, on reproduit du vivant. Oui. Aussi bien, même si tu travailles sur cette dernière exhalaison, on est quand même dans le cœur du vivant. Tout à fait. Est-ce que vous avez des remarques ou des réflexions? Oui, Fernando. Moi j'étais en train d'essayer le mouvement des détentes de la mâchoire. Oui. Et justement parce que c'est très spécifique dans le sens où on n'ouvre pas la bouche comme on le fait normalement avec une tension musculaire au niveau des joues, mais il y a quelque chose au niveau de la mâchoire, ouais, comme si elle tombait vraiment, mais elle s'ouvre plus que normal. Oui. Et donc je pensais à la sensation de détente aussi liée à l'exhalation, parce que c'est vrai que c'est une construction physique parfois désagréable comme tu as dit, mais il y a aussi quelque chose d'énorme de détente qu'on peut observer parfois aussi dans des corps morts, dans des corps qui dorment, par rapport justement à l'ouverture de la mâchoire. Je sais pas. Non, mais bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens morts, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a, par rapport à ma propre expérience, je suis aussi allée chercher dans l'expérience que j'avais pu avoir de toucher un corps mort et d'un corps qui n'a plus de vie. Et donc, effectivement, beaucoup, la mâchoire, c'est tout à fait vrai, mais d'arriver à reproduire cette espèce... On est au-delà de l'immobilité, on est vraiment dans quelque chose qui est une sensation où, je sais même pas comment la décrire, de figé, d'être complètement... quelque chose de complètement figé, et qui ne correspond plus aussi à la personne qu'on a été. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre apparaît. Et cette histoire que quelqu'un d'autre apparaît au moment où ce masque apparaît, d'un peu intemporel, qui n'est plus la personne qu'on connaît, qui n'est plus cette espèce de transport, comme ça, de transformation. Bon, c'est ça quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. C'est-à-dire, c'est plus presque, c'est la mort qui apparaît, c'est plus moi en tant que la mort, c'est vraiment la mort au sens beaucoup plus large, et comment figurer la mort et non pas ma mort. Et dans Valeska Gert, c'était ça aussi qui m'avait troublée, c'est que du coup je me suis un peu identifiée à ces expériences
quand j'ai pu voir des cadavres ou quand j'ai pu voir des gens morts ou des gens que je connaissais, c'est que tu n'as plus accès à la personne, c'est-à-dire que la notion de personne disparaît complètement. Pour emprunter une figure beaucoup plus d'universalité, où disparaît complètement tout ce qui pourrait être les petits signes que cette personne est encore cette personne-là, quoi. Je sais pas si c'est un peu mal dit, mais je crois que... ce passage-là, je dirais, dans le solo, pour moi, il était un peu vertigineux quand même. C'est-à-dire... et j'avais des images très précises, en fait, dans ma tête, de cette expérience que j'ai pu avoir, non pas de voir quelqu'un mourir, mais de voir des personnes mortes. C'est-à-dire quelqu'un que je ne reconnais plus. Et donc, je crois que la représentation universelle d'un corps mort, elle est là, présente en chacun de nous. On a cette image-là de peut-être réelle ou par des photos. Et c'était ça qui m'avait beaucoup touchée dans le... Ce qui est très différent de Pavlova, où on est beaucoup plus sur le geste. Il y a encore de la vie dans Pavlova. Dans Valeska Gert, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. On a dépassé ce... Voilà. On est presque dans la stature grecque ou... ouais. Je vois que Marianne a une question. C'est plutôt un commentaire, mais pour rebondir, je trouvais très intéressant de reprendre le terme de masque mortuaire qu'on avait utilisé que vous aviez utilisé tout à l'heure, puisqu'il efface les traits particuliers d'une personne, et à travers de la représentation, il vient incarner une humanité face à la mort qui sera la même pour tous, finalement, ou toutes. Oui, c'était vraiment ça, mon axe. En fait, quelque chose qui s'est même imposé sur le fond. Imposé, c'est comment l'individu, son passé s'efface, l'affect, ouais, tout disparaît, et qui a été mon expérience aussi dans la mort. C'est-à-dire à quel point, effectivement, le vivant va encore chercher des traces de ça, mais elles n'existent plus. Il n'y a plus que de la trace, il n'y a plus que la mort, en fait. Il n'y a plus rien de la personne. Il n'y a plus que la mort en tant que ce qu'on... Voilà. Dans sa rigidité. Donc l'histoire de la rigidité, elle est hyper importante. Là, c'est vrai que je l'ai beaucoup, les épaules sont hautes, il y a quelque chose déjà qui s'est... Le visage reste encore en mouvement, mais le corps, il est presque déjà rigide. Il y a cette histoire de rigidité. Oui. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres expériences de mort, et qu'il y a des morts qui sont plus douces, ou peut-être le corps, quand il meurt, il disparaît différemment. Enfin, en tout cas, au moment de la mort, mais pour moi, l'expérience que j'en avais, c'était ça. C'est-à-dire, à un moment donné, cette chose se fige. Voilà. Ouais. Et donc, tout ce qui est d'ordre os, ossature, tout ce qui est d'ordre l'ossature devient premier. L'os devient premier, disparaît la peau, disparaît bien sûr la chaleur, la fluide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent très, très fort. Ouais. Alors, peut-être une question aussi par rapport à ces traversées, hein, ouais. Que ce soit effectivement une agonie, hein, puisqu'on peut dire que la mort du cygne, c'est plutôt une agonie, et puis c'est l'agonie de l'oiseau. Là, on est vraiment dans, en fait, ce passage d'un ordre à un autre dans le solo La Mort. En quoi, pour toi, c'est un terrain d'exploration aussi, ces états? Bon, c'est un peu le défi majeur pour un danseur, je crois. C'est-à-dire, c'est un peu l'ultime projet qu'on peut avoir en tant que danseur, c'est de travailler sur cette thématique-là. Donc, forcément, moi j'ai un métier qui est toujours sur la recherche, le corps en mouvement, la vitalité. Et d'un coup, d'aborder un sujet comme ça, c'est quand même se mettre dans une situation un peu de paradoxe complet et de recherche ultime, impossible. Donc c'est un peu une expérience compliquée, très très compliquée, parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? À quel moment on fait ça dans sa vie? À quel moment on va aborder cette question?
c'est un peu énigmatique, et c'est vrai que tout le psychisme qu'on peut avoir, l'imaginaire, oui, c'est un peu l'expérience ultime, je dirais, pour un danseur, c'est de se confronter à cette forme de la mort. Je pense que par exemple la représentation en peinture, ça m'avait beaucoup intéressée quand j'ai fait la pièce pour Antigone. J'ai fait une pièce pour Antigone de le traiter à travers la scénographie, c'est-à-dire comment la scénographie, c'était beaucoup plus facile pour moi de le traiter sur une scénographie qui représentait le cadavre, le corps mort, le corps enterré. Parce que dans Antigone, c'est bien sûr la thème de l'enterrement, du recouvrement du corps, est-ce que le corps est à vue et pas à vue. Et ça, c'était presque beaucoup plus joyeux et facile de le faire que de le faire soi-même en tant que danseur. Qui est une expérience, un peu limite. Oui. Pourtant, il y a d'autres immobilités. Tu as expérimenté d'autres immobilités. Oui. Donc, quoi, effectivement, par exemple, dans Pavlova, il y a tous ces corps qui chutent. Dans Pavlova 3-23, parce que la pièce est millimétrée par cette sonnerie, soit du réveil, soit de l'encéphalocardiogramme plat. Il y a ces immobilités, mais qui restent en fait des immobilités vivantes, tandis que dans la posture que tu proposes dans la mort, là, on est vraiment déjà dans le sculptural, d'une immobilité qui est complètement presque figée dans la pierre. Oui, parce que je pense que dans Pavlova, il y a quelque chose aussi de joyeux, de jouer à. On joue à la mort, c'est-à-dire, alors que dans Valeska Gert, c'est la mort, c'est-à-dire un moment, et la joie aussi de pouvoir s'approprier la figure du cygne, de l'oiseau, du corbeau. Enfin, il y a eu plein d'oiseaux qui ont traversé. On a beaucoup regardé des oiseaux en train de mourir, en train de tomber. Beaucoup chez l'animalité, en fait, la mort chez l'animal. Ça restait toujours un jeu avec ça, c'est un jeu avec le sujet, alors que chez Valeska Gert, on est beaucoup plus loin, je trouve. C'est plus l'expérience même que l'interprète se challenge lui-même avec une expérience limite. Oui. Merci beaucoup. Juste remercier tout le monde, les chercheurs, les artistes, parce que c'était un beau dialogue, entre nos laboratoires de recherche, comme on le disait hier matin, qu'on va probablement poursuivre, et puis un dialogue entre la recherche scientifique et la recherche artistique, et c'est toujours très fructueux de mettre les deux en dialogue, parce que se saisir d'un même objet par différents angles, différentes approches, et l'éclairer différemment, finalement, c'est aussi se déplacer un petit peu, déplacer notre regard et le renouveler sur cet objet de recherche. Donc la question du dernier souffle qu'on a exploré pendant ces 2 jours, on savait avec Alix que c'était un sujet qui était pas facile, pour lequel tout le monde est beaucoup dans l'évitement, que ce soit la recherche scientifique ou la recherche artistique, et Mathilde l'a très bien expliqué là. On savait que c'était un sujet pas facile à prendre à bras le corps, et nous voulions vous remercier d'avoir joué ce jeu-là et d'avoir exploré vraiment ce sujet à travers les arts vivants. En plus, je pense que la difficulté aussi, c'était de l'explorer à travers les arts vivants. C'est plus facile avec la peinture. Oui, la peinture. Que ce soit la danse, la performance, le théâtre, puisqu'on a traversé tout ça, et que ce soit des corpus passés, des siècles passés, ou des corpus hyper contemporains. Donc voilà, comme on vous l'a dit hier, on envisage une double mise en valeur de nos travaux, une mise en valeur très rapide grâce au carnet de recherche Hypothèse Studio 21, et Marie qui en est responsable, Marie Bourgeat qui en est responsable avec Marie Spéciali, nous font le plaisir d'accepter un dossier, et notamment l'entretien avec Mathilde, et aussi
La conférence Performer de Fernando y seront en ligne. Et puis dans un deuxième temps, une publication de nos travaux, et donc on disait hier qu'on est en train d'explorer une piste avec Alix. Donc on va revenir vers vous très vite parce qu'on compte sur vos textes, donc gardez-les parce qu'on va les publier. Et on vous tiendra au courant de l'évolution de ce projet-là. Et voilà. Merci.